Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Tata Padabo Kelem. Il est enseignant, chercheur en sociologie du développement à l'université de Kara. Il est également premier adjoint au maire de la commune de Koza 1. Avec lui, nous allons parler des EVALA. Nous parlerons notamment de leurs conséquences, de l'implication socio-économique des EVALA dans la vie de tous les jours au niveau de Kara et de ses environs. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est que les EVALA? EVALA, bon, vous permettez que je vous dise encore une fois mes amitiés, ma reconnaissance pour avoir trouvé le chemin de mon domicile pour venir échanger avec moi. À travers vous, c'est la chaîne New World TV que je voudrais aussi saluer pour ces programmes très alléchants que nous suivons. Et vous faites notre fierté étant une chaîne nationale. Vous faites notre fierté. Donc aujourd'hui, j'ai tout le plaisir de vous accueillir et d'échanger sur le sujet là. Et voilà, c'est un mot cabiais qui en fait est le pluriel de évalo. La société cabiais est fortement hiérarchisée. Selon qu'on soit homme ou femme, il y a des étapes dans la vie. Dans la vie d'un garçon, evato, c'est-à-dire le fait de devenir évalo, duquel on tire le nom Evala, pour dire pluriel de Evato et Evalo, pluriel de Evalo, c'est Evala. Donc, c'est le premier rite de passage pour les hommes. Akpenou pour la femme. Donc, à la naissance, on est à la maison, on est avec les parents, on aide les parents à faire le chant, mais on ne participe pas aux débats sociétaux. Selon que si on n'est pas initié, c'est une initiation, un processus par lequel les anciens communiquent les valeurs, les secrets de la vie. Et il faut passer par Evala. Et Evala, c'est une sorte de sport. C'est une lutte. Donc, les garçons, les petits garçons, après le chant, s'exercent toujours et se mesurent physiquement pour voir qui est le plus fort, qui peut terrasser qui. Donc, dans un premier temps, c'est un sport. Mais au-delà de l'aspect sport, il y a le facteur culturel et cultuel. Quand vous allez dépasser 17 ans, on doit vous initier. Et quand on vous initie, vous devenez évalo et vous devez le faire sur 3 années successives. Et comme ça, vous reconnaissez les gens de votre génération et vous grandissez. Et le calendrier cabiais, dans le temps, c'était 6 jours, mais devenu 7 depuis 1974, si ma mémoire est bonne. Et l'année cabiais va de la saison des pluies jusqu'à la saison des pluies. Voilà. Et on le compte 5 ans et ça fait un quinquennat. Et le cabiais commence par compter ces quinquennats après la phase de Evato, c'est-à-dire après qu'il soit évalo. Donc pour me résumer, c'est un rite de passage et heureusement qui est devenu une attraction mondiale. Et qu'est-ce qui a fait qu'on mette plus en avant le caractère EVALA que le côté initiation des filles? C'est mis en valeur, mais peut-être que c'est vous les médias qui ne vous êtes pas intéressés. Sinon, vous revenez en août ici, actuellement, c'est célébré. Mais bon, vous voyez, c'est comme vous me demandez comment est-ce que le tennis n'attire pas autant de gens que le football. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Donc, ici, les chants qu'il y a autour de Evala, voilà, le fait de voir des gens prêts à sursauter, à crier leur joie, que quelqu'un a terrassé ou quelqu'un a résisté, je crois que c'est par là aussi que la population a fini par aimer. Et ça se fait dans les arènes. C'est un sport doublé de l'aspect
culturel. Bon, pour Akpema, ça se fait en temps normal, en vase clos entre les femmes et leurs jeunes filles à qui on inculque aussi des valeurs traditionnelles, valeurs culturelles. J'ai remarqué quelque chose, c'est que pendant les événements, vous avez parlé de la dimension sportive, Oui. mais ce que j'ai remarqué, c'est que bien qu'il s'agisse d'un sport de combat, les coups ne sont pas donnés. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette dimension? En fait, le sport, c'est un amusement. C'est pour se maintenir en bonne santé. Donc, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit se donner des coups. On ne le fait pas pour un prix. Si c'est fait pour un prix, vous comprenez qu'on peut, si les boxeurs, ils savent qu'au final, ils ont un trophée. Donc, ils doivent tout faire pour l'avoir. Ici, c'est de montrer qu'on appartient à une classe d'âge et puis on aime bien s'amuser, on aime bien se mesurer avec l'autre. Je crois aussi que le football dans le temps, c'était comme ça, avant que le football ne devienne commercial. Donc, c'est dans le quartier, dans l'endroit où on est, le soir, après le travail, on prend le goût de se mesurer avec quelqu'un. Mais la période de faire le rituel, c'est à partir de 17 ans. Et là, il y a une sorte de réclusion dans un lieu sacré où les anciens communiquent aux plus jeunes des valeurs, de comment est-ce qu'on défend la cité, de comment est-ce qu'on gère la cité, de comment est-ce qu'on prend femme, comment est-ce qu'on doit gérer une femme, comment il faut gérer une famille. Et là, c'est le début. Il y aura condamné, c'est toute une panel, c'est toute une panoplie de rituels, mais celui-ci, il est le tout premier. Les Evala sont devenus carrément un grand événement, aussi bien au niveau du Togo que même à l'échelle internationale, puisque de nombreux diplomates viennent assister à la cérémonie à Kara et dans les autres villes de la préfecture de la Kosa. Comment cet événement a pris une dimension aussi importante sur le territoire national? Est-ce que c'est uniquement l'aspect culturel, ou alors l'aspect Le tout mélangé, même politique. Le général Eyadima, paix à son âme, affectionnait bien les traditions. Il dit, même si vous ne savez pas où vous allez, vous devez quand même savoir d'où vous venez. Et donc, nous devons revaloriser nos valeurs, redonner de la valeur au contenu culturel. Voilà. Donc, il aimait, lui-même, il a été un grand lutteur. Il a beaucoup aimé son passé, sa culture. Et il avait trouvé que ce soit un peu dommage que les gens ne se prennent pas au sérieux, que les gens pensent que c'est toujours la culture de l'autre qui a valorisé. Donc, cet aspect, il est là, mais bien avant, les gens ont toujours aimé à faire la lutte. Bien, comme je l'ai dit, vous-même vous avez été sur les arènes, dans les arènes de lutte, vous vous êtes rendu compte que c'est beau. Il y a les chants, il y a, vous voyez les gens se parent et se mettent dans une tenue festive, les gens chantent, ils dansent, ça crée une belle ambiance. Et pendant cette période aussi, c'est la saison des pluies, il y a la nourriture, il n'y a pas le besoin, on est vraiment à l'aise et on fait la fête, Et puis on est content que le jeune homme ait accepté d'être initié, donc il se lave des souillures de l'enfance pour devenir un adulte, il accepte l'effort, donc on peut compter sur lui pour la défense de la cité. En cela, il faut le célébrer. Voilà. Est-ce que c'est usurpé que de dire que les Evala permettaient également de recruter au sein de l'armée, au sein de la police, au sein des forces de défense et de sécurité du Togo? Je ne vois pas le lien, mais celui qui a fait Evala, celui qui accepte l'effort, vous voyez l'effort, il est à plusieurs niveaux. On va dans le champ, on travaille, on vient, on fait le sport. Donc, on a quand même un corps bien bâti. Et s'il y a recrutement, vous allez, le recruteur n'hésite pas à vous prendre. Et là, vous avez dû vous former sans que vraiment ce soit inscrit comme
une formation académique. Voilà. Donc, vous vous présentez en bonne forme. Si le recruteur a vu en vous une belle forme, il vous a recruté. Ce n'est pas parce que il y a l'armée que on vous a recruté. C'est parce que vous avez une belle forme, une forme sportive, que vous avez été recruté et sélectionné. Et vu votre endurance, issue des exercices, vous allez le prouver aussi dans la formation militaire. Voyez un peu. Ok. Maintenant, les évalins, ça ne se passe pas que dans une ville. C'est dans l'ensemble de la préfecture de la Causa, que tous les villages, toutes les entités sociales liées à la culture kabyè prennent part au festival. Comment est-ce que c'est organisé, très concrètement? Le pays kabyè, tel qu'il est là, il a une organisation administrative faite de cantons. Dans la Causa, on a 15 cantons. Il y a les cantons qu'on peut appeler de souche. Le kabyè est venu ou a plutôt vécu dans les zones montagneuses. Dans le temps, il y avait les guerres, il y avait les razzias. C'était pour lui une manière de se mettre, de se protéger contre les razzias et contre toute forme de violence. Donc, après la période des guerres, c'est la période de la paix. Et la paix rime avec la prospérité économique. Il faut faire le champ. Donc, les gens sont descendus de la montagne pour occuper la plaine que vous voyez aujourd'hui. Mais chacun reconnaît ses origines. L'homme de Chichao reconnaît ses origines. L'homme de Lama reconnaît ses origines. L'homme de Pia reconnaît ses origines. L'homme de Lassa reconnaît ses origines, qui sont sur la montagne. L'homme de Sumdena reconnaît ses origines, qui sont sur la montagne. Voilà. Et donc, en quittant ses origines, on part aussi avec la culture. Vous allez voir que quand on est kabyè, on va dans la région centrale, il y a des valeurs qu'on va toujours tenir avec. Et aujourd'hui, j'ai lu un document où la colonisation allemande avait déporté les gens. Et si vous allez maintenant dans le sud, vous trouverez des localités qui portent des noms kabyè. Il y a des localités où vous trouverez toujours un baobab. Ici, le baobab, c'est sacré. Et c'est un arbre qui est utilisé pour les feuilles, qui est utilisé par le fruit, la poudre, qui est utilisé comme une divinité. Et donc, le kabyè, en se déplaçant, il part et avec la culture, et la langue, et tout ce qu'il considère comme valeur. Donc, voilà comment, au départ, il y avait une unicité. Si on doit remonter encore dans l'histoire, c'est que le kabyè est venu de la Bina. Et si on remonte, on va voir nos origines dans l'Égypte antique. Et donc, le besoin de migration a fait que c'est vrai que le kabyè n'arrive pas à identifier la période exacte d'où il est venu. Et donc, les gens disent que, bon, ils viennent du ciel. Et puis, il y a des preuves matérielles à Farende et dans les autres cantons premiers, ici où on va voir les empreintes du premier homme. Voilà. Donc, c'est pour dire que... Et ça relève de la mythologie ou... Ça relève un peu de la mythologie, mais bon, quand il y a une pierre où des gens arrivent à avoir les empreintes, ce n'est pas forcément seulement mythologie, mais il y a aussi des preuves un peu matérielles. Voilà. Mais scientifiquement et de façon historique, on peut retracer les origines du peuplement qui remontent jusqu'à l'Égypte antique en allant au Soudan. Et j'ai appris même qu'il y a une parentèle au Cameroun. Et vous voyez les peuples qui pratiquent aussi la lutte, c'est que quelque part il y avait un lien. Il y avait un lien. Mais là, sur ce terrain, je ne peux pas aller parce que je suis pas historien. Voilà. Je dirais des choses qui ne sont pas toujours vraies. Parce que quand on regarde aujourd'hui le calendrier des Evala, ça se termine généralement le samedi et le dimanche. À Pia, à Lama, à Lassa, pardon. Et puis, quelque part, Kara n'est pas le centre tout à fait de la compétition. Comment est-ce que les choses se sont déroulées pour dresser ce calendrier, donner l'ordre d'importance aux différentes villes qui accueillent les événements et les finales? C'est ça qui fait un peu notre fierté. La tradition est
plus ou moins préservés. C'est suivant un ordre donné. Et le Kabylie a un devin qu'on appelle Tchojo. Donc, lui, quelles que soient les transformations culturelles qu'il y a dans le monde, lui, il tient du calendrier primaire. Il sait quand est-ce qu'il doit quitter la montagne, c'est-à-dire la source, pour aller où et donner le ton aux luttes. Kara, comprenez que Kara est une nouvelle occupation. Je l'ai dit tout à l'heure. Les origines, c'est dans la montagne. La belle montagne que vous voyez, vous trouverez une partie Pia, une partie... bon, Tchare est totalement dans la montagne. Vous trouverez une partie Sungina. Vous trouverez de ces cantons premiers qui sont... Et donc, l'occupation de la plaine a fait que l'administration a dû adapter la gestion et l'administration. Donc, Kara est le prolongement du canton de Lama. Voilà pourquoi à Lama, la finale de Lama se tient en ville. Sinon, c'est dans les cantons. Voilà, c'est dans les cantons. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que Kara aujourd'hui est devenu le centre? Quand on parle des Evala, c'est associé à Kara pratiquement. Oui. Pour le commun de ceux qui ne connaissent pas la culture kabyle. Oui, oui, Kara parce que voilà, Kara c'est la ville chef-lieu de région et en même temps ville. Bon, et puis c'est un peu avec la modernité, c'est la capitale de la région. Voilà. Mais il y a la préfecture de la Kosa. La préfecture de la Kosa est faite de ces 15 cantons dont j'ai parlé. Voilà. C'est vrai qu'il y a des nouveaux cantons, notamment à Tchangbade. C'est les gens il y a des Bou qui, aussi à la recherche de la bonne terre, ont dû coloniser cette partie-là. Sinon, et puis il y a Benzinde, il y a Landa qui est l'émanation de Kumeya, Kijang. Donc, le Kabylie est à la recherche toujours de la prospérité. Le Kabylie est foncièrement un peuple agricole, un peuple agraire. Donc, à la recherche de la bonne terre, le Kabylie a toujours migré. D'accord. Maintenant, parlons de la dimension économique. Nous avons abordé l'aspect culturel et même l'aspect sociologique des Evala, mais il y a une dimension économique qui est quand même assez importante. J'ai regardé les scènes, les arènes où les combats ont lieu. Autour, il se déroule une activité économique importante. Très importante. On va commencer comment? On va commencer par voir tous les mouvements des gens qui viennent même de l'étranger. Les Kabyles de la diaspora, ils n'attendent que voilà pour revenir. Et puis ils viennent avec des amis. Donc qu'on soit des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs, les Kabyles, dès qu'ils ont les moyens, ils reviennent au Bercail pour célébrer. Et en venant, ils viennent avec les amis. Bon, il y a une autre diaspora interne qui est dans les autres préfectures et à la capitale. Les 4 autres régions. Ouais, les 4 autres régions. Oui. C'est comme un aimant. Ils arrivent aussi, eux et les amis, et les amoureux de ce sport, indépendamment d'être amis à un Kabylie, il y a des gens qui mettent dans leur agenda j'irai à Evala. Et donc, on va commencer par étudier l'aspect économique par là. Les gens voyagent, les gens prennent des billets d'avion, les gens prennent les transports, les taxis et les bus pour arriver. Et pendant ce temps, les compagnies de transport se font beaucoup de sous. À la pompe également. À la pompe, le carburant, qui parle de transport parle en même temps carburant. Oui. Donc, à cette période, beaucoup en l'absence d'études vraiment scientifiques avérées, on ne peut que donner ces indications-là. Mais ça me donne l'envie de chercher davantage pour donner des chiffres exacts. Donc, et quand les gens arrivent, ils doivent loger quelque part. Et c'est pas facile de trouver un logement pendant la période des Les gens réservent déjà à 4 semaines. Ceux qui veulent vraiment arriver, ils réservent leur hébergement à 4 semaines minimum d'avance. Et donc, tout ce que Kara et les environs a comme hôtel ou motel, tout est surbooké.
Donc, si vous demandez un logement 2 à 3 jours avant le début des EVALA, c'est que vous n'allez pas trouver. À moins que vous ayez un domicile ou que vous allez résider chez des amis. Donc, ça, il y a le transport, il y a l'hébergement, il y a la nourriture. Bon, quand les gens sont là, ils doivent quand même s'alimenter. Bien sûr. Donc, les points de commerce connaissent une affluence assez importante. Les magasins se vident. Et puis j'ai remarqué que même à l'intérieur de la ville, que l'on soit à Kara ou n'importe où ailleurs, il y a une vraie activité économique qui est liée aux EVALA. Oui. Je veux dire, j'ai rencontré des tatoueurs qui font du dessin graphique, aussi bien sur du tissu que sur des personnes, qui s'en sortent plutôt bien. J'ai vu des commerçants dans la restauration qui semblaient plutôt contents de leur participation aux EVALA. Je veux dire, il y a une vraie vie économique. EVALA draine avec une forte économie. Vous n'allez pas à une fête avec des rayons. Donc, les gens se font des tenues. Suivant le nombre de jours qu'on doit aller aux EVALA, on se donne toujours une tenue toute faite ou bien on va demander au tailleur ou à la couturière. Donc, on achète d'abord le pagne, on ira se faire coudre. Et puis, les femmes se font les plus belles en cette période-là. Voilà. Des mèches, des cheveux, des tresses assez belles. Donc, vous voyez, il y a ça. L'autre chose, c'est que quand vous arrivez à Kara, en dehors de la nourriture et de l'hébergement, il y a les objets de cadeaux que vous devez toujours acheter. Les touristes trouvent toujours un objet d'art à acheter ou à faire cadeau ou à emporter, à rentrer avec. Donc, c'est pour vous dire que en période d'Evala, toute personne gagne. Toute personne. Tout le monde cherche à exercer quelque chose pour gagner. Ça, c'est du côté économique. Mais on peut davantage chercher à voir. Et là, qu'est-ce que je peux encore dire? Parce que j'ai remarqué qu'au-delà de cela, les entreprises qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont une implantation nationale, mais qui viennent aux EVALA pour rester en lien avec leurs consommateurs, mais il y a également du business entre entreprises qui se fait. La téléphonie, je vous l'ai dit, hein, si on veut faire une étude exhaustive, c'est d'aller auprès de ces sociétés-là. Elles font aussi un chiffre d'affaires important. La téléphonie seule, la vente des kits, la vente des téléphones, la vente des crédits en cette période, c'est beaucoup. Et les autres sociétés viennent faire de la publicité. Les mairies, les sociétés d'État et ou para-étatiques ou privées peuvent vraiment renseigner sur le chiffre d'affaires que chacun fait. Les mairies doivent aller prendre les taxes. OTR doit aussi prendre des taxes. L'Office togolais des recettes. L'Office togolais des recettes. Donc, tout ce que vous voyez dans les arènes en train d'être vendu, c'est au prorata. C'est l'espace occupé que vous payez aussi. Donc, c'est toute une économie qui est tournée autour de la fête EVALA. Et là, c'est à l'élu que je vais m'adresser cette fois. Comment est-ce que la mairie tire son épingle du jeu par rapport à cette activité économique assez importante que génèrent les EVALA? Oui, bon, vous savez que les mairies sont nouvelles, mais la décentralisation est un acte nouveau. Mais avant cela, il y avait les anciennes mairies et toujours il y a des services dédiés à la levée des taxes. Et en période d'EVALA, on redouble les effectifs pour les envoyer sur les terrains de lutte. Et voilà, dans les hôtels, il y a toujours une équipe qui va pour prendre les taxes. Et voilà, c'est une organisation additionnelle à l'organisation classique qui est faite de la gestion des taxes et autres redevances dans le milieu. Mais est-ce que cela apporte du sang nouveau, un peu plus d'argent à la mairie? Est-ce que vous avez l'impression que les entrées en caisse sont plus importantes en période d'EVALA que pendant les autres mois? Et il y a des pics.
En période de fête de fin d'année, il y a un pic. En période de voilà, il y a un autre pic. Mais durant l'année, les choses restent un peu statiques. Et les plus grands pics, c'est les fêtes de fin d'année, novembre, décembre, janvier. Et puis, c'est le pic des Vala, c'est en une semaine, et puis voilà, ça monte. Ça monte. Je voudrais pas que vous compariez, Mm. mais si on devait quand même se lancer dans cet exercice-là, Oui. est-ce que vous avez l'impression que la commune génère plus de recettes en période d'Evala que pendant les autres fêtes, pendant les autres périodes de l'année? Oui, à coup sûr. Mais tout dépend de l'organisation, de l'engagement des communes et des services à lever les redevances. On ne peut pas espérer des redevances tant qu'on n'a pas mis sur pied une politique, une stratégie de levée de fonds. L'OTR, l'Office togolais des recettes, le fait plus professionnel. Les communes apprennent déjà à le faire. J'avoue que les premières et deuxièmes années de notre mandat, on n'avait pas pu faire autant que ces dernières années où nous faisons les choses un peu de façon préparée, mieux préparée. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour que le flux touristique, le flux d'argent et l'émulation qu'il y a autour des Evala rapporte davantage à la fois aux différentes communes de la préfecture, mais également à la population tout simplement qui vit sur ces territoires? Oui. Je dois avouer que la culture de payer les taxes n'est pas encore bien ancrée dans le peuple. Parfois même, il faut livrer une guerre pour pouvoir engranger cela. Mais les sociétés, qu'elles soient d'État ou para-étatiques, elles ont cette culture de payer les taxes. Donc, c'est de sensibiliser davantage. C'est de faire en sorte que le personnel des communes soit outillé à le faire. Et tout demande de la sensibilisation, tout demande à ce que aussi on rende compte de ce qu'on fait avec l'argent là, pour rassurer tout le monde à payer. Parce que les taxes ne doivent en vérité aller dans la poche de personne. Donc c'est par rapport aux ouvrages à réaliser, les routes, les caniveaux, les bâtiments. Mais j'avoue que tout ce que nous prenons aujourd'hui n'est pas assez important pour qu'on puisse penser construire une route, construire un bâtiment. Les marchés et les autres infrastructures qui sont là, la gare routière, c'est encore le financement de l'État. Et donc, comme vous le dites, nous devons innover davantage. De quelle manière? C'est en discutant en conseil qu'on va toujours trouver les meilleures stratégies. Les Evala viennent à peine de se terminer. Cette émission est enregistrée alors que les Evala viennent à peine de fermer leurs portes. Le rideau vient de tomber sur l'événement. On va pas dresser un bilan, mais est-ce que vous avez l'impression que le cru 2024 a été à la hauteur des espérances placées en lui? Et voilà, on a parlé de l'aspect économique. Oui. Il y a d'autres aspects. Les aspects socio-culturels. Moi, comme d'habitude, j'ai vu les peuples d'ailleurs venir. Je dois aussi préciser que Kara a la culture de l'hospitalité. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Kara a toujours accueilli les délégations ministérielles, présidentielles. Kara a eu à accueillir un pape, pape Jean-Paul II. Kara a la culture de l'accueil. Et quand les gens viennent, ils viennent avec leur paquet culturel. Et puis, en matière de culture, on dit, quand on échange, vous gagnez, je gagne sans que personne ne perde. Voilà. Donc, les gens viennent, ils voient notre manière de vivre, ils peuvent s'approprier des choses. Nous voyons aussi les gens arriver, nous nous approprions aussi des pratiques. Donc, de façon culturelle, il y a des échanges, il y a des brassages. Les gens qui viennent de la diaspora kabyle, c'est l'occasion aussi de parler des problèmes sociétaux, de famille. On règle les différends. C'est des moments de retrouvailles. Et puis, c'est des moments aussi de parler du développement du canton, de la construction d'une école, d'une difficulté, de faire des plaidoyers nécessaires. Et donc,
il y a ces échanges culturels, il y a ce brassage culturel qui se fait. En période de Vala, chacun vient avec son idée. Des gens viennent en villégiature, donc les gens viennent pour aussi. Il y a une sorte de tourisme sexuel qui se développe. Les hôtels font le plein, bon, les gens. Donc à la fin, je suis en train de parler aussi des aspects qui ne sont pas toujours élogieux. C'est que après Evala, on peut faire des analyses au niveau des centres de santé. On verra qu'il y a plus de maladies sexuellement transmissibles, il y a des grossesses non désirées, il y a des gens qui refusent la paternité d'un enfant qui a été conçu. Voilà, donc il y a aussi ces aspects-là. En période d'Evala, il y a beaucoup d'accidents de circulation qu'on remarque, puisque mais l'autre chose que je n'ai pas évoquée, qui est très capitale, la brasserie bébé fait le plein, écoule énormément en période d'Evala. Il faut qu'on aille voir les chiffres, mais à l'observation nette, c'est que en période d'Evala, la boisson est suffisamment consommée. SNB également. SNB, oui, les deux brasseries. Oui, les deux brasseries. Oui. Bon, voilà pourquoi vous dites SNB est nouvelle. Oui. Si l'autre faisait faillite, la nouvelle n'allait pas créer, être créée. Oui. Donc l'alcool n'est pas toujours, c'est à prendre avec modération. Oui. Donc l'excès peut aussi conduire au non-respect du code de la route et on enregistre beaucoup d'accidents de circulation, parfois mortels, ce qui est regrettable. Tout ceci là, on peut vérifier ça chez les sapeurs-pompiers, on peut vérifier ça auprès de la Croix-Rouge, on peut vérifier ça auprès des structures de santé. En période d'Evala, il n'y a pas que l'économie, il y a aussi le social, mais il n'y a pas que le positif, il y a également aussi du négatif. Donc, il est de notre ressort de tirer les leçons apprises et de faire de cela une meilleure politique, de voir qu'est-ce qui n'a pas très bien marché, qu'est-ce qui est à perpétuer, et que vraiment Evala soit plutôt une occasion de joie et de paix.